Namasté tout le monde et bienvenue à notre brin de sagesse bouddhiste et notre méditation hebdomadaire pour se faire du bien. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche à nos drames et à notre misère intérieure, comment vivre en dehors des conventions qui sont prescrites finalement pour trouver des sources de joie véritables ou plutôt accueillir ou cueillir le bonheur à l'intérieur de nous qui serait, selon Bouddha, selon les enseignements, toujours disponible, toujours là, toujours présent, comme à nous attendre là, à l'intérieur. Alors on va se parler de ça dans quelques instants. Prenez le temps de vous brancher tout le monde. Bonjour François que je viens de voir passer. Bonjour Idora qui est là. Allô tout le monde. Est-ce que je dis bien les noms? Là, j'ai pas mis mes lunettes. Allô Sophie. Coucou tout le monde. Merci infiniment d'être là ce matin avec moi, avec vous pour notre rencontre hebdomadaire. Coucou Julie Gagnon. Comment ça va? Alors, bonjour Isabelle. Alors, prenez le temps aussi de partager si vous voulez le garder sur votre fil d'actualité, mais aussi le partager à vos amis, votre communauté virtuelle, notre Sangha, comme on appelle si bien. On est là tous les samedis à 9h30, en direct, toute l'année, en tout cas depuis le début là, de cette histoire qui a commencé il y a 1 an et demi. On était là ensemble et on continue d'être là une fois par semaine pour se faire du bien, pour méditer, pour laisser mûrir des sagesses à l'intérieur de nous. Et eh bien, je vais vous dire aussi, il y a un défi 21 jours qui commence bientôt, c'est ça je voulais pas oublier parce que il y a des gens qui me demandent c'est quand le prochain défi, puisque je sais qu'on est en vacances, c'est l'été, on est à l'extérieur, on est déconfiné et tout, mais le petit monde intérieur, lui, il attend toujours qu'on le nourrisse, qu'on l'éveille, qu'on purifie tout ça, qu'on entretienne finalement notre espace intérieur. Et le prochain défi 21 jours sur la sagesse tibétaine commence au mois d'août, ce qui veut dire assez bientôt. Vous pouvez voir les détails, je les ai mis dans la description du vidéo. Et en fin de semaine, on va lancer aussi le site web sur Pachalegria, le centre au Mexique qui va ouvrir incessamment, mais non, pas vrai du tout, qui va ouvrir dans au moins 1 an, ou à peu près. Mais pour vous donner les nouvelles, puisqu'on en a parlé, on était là tout l'hiver, alors voilà. Alors pour ceux qui sont nouveaux, moi c'est Martin Bilodeau, j'enseigne la psychologie bouddhiste, la méditation, le tantra, le kundalini yoga et plein d'autres choses autour de ça, là, dans des retraites, principalement au Québec, un peu partout dans le monde, lorsqu'on voyageait, et surtout chez vous finalement, grâce au virtuel depuis un bon moment. Aujourd'hui, on va se parler des enseignements sur la misère et le drame intérieur. On en a parlé beaucoup sur différents angles dans la pandémie, dans les derniers mois, parce que justement, le chemin vers le soi, vers le bonheur, vers la joie, il est tellement plus accessible qu'on pense. Et c'est sur ça qu'il faut méditer parce que à chaque fois, peut-être à chaque semaine, il faut se rappeler à quel point conventionnellement dans nos sociétés, on est comme un peu configuré sans même s'en rendre compte. On est comme normosé vers le drame, normosé vers une petite misère. Parce que là, quand je dis misère, je veux pas dire comme c'est pas le film Les Misérables, là. C'est comme t'es toute seule dans la rue à se lamenter là, en plein hiver, à pas avoir de lieu, d'amis, de nourriture pour se loger et tout. La misère, c'est finalement notre petit misérabilisme, là, ce qui se sent toujours un petit peu misérable, ce qui est jamais digne d'être complètement émancipé, joyeux, libre, d'atteindre des moments de plénitude, appelez-le comme vous voulez. C'est cette partie-là de nous qui pose un frein, là, qui s'attache au petit drame. Pourquoi? Parce que dans notre société, finalement, à un moment donné, si on n'était pas toujours dans notre petit drame, notre petite misère, si on n'entretenait pas toujours l'énergie du manque, eh bien, imaginez ce que ça ferait une gang d'éveillés, une gang de petits bouddhas heureux, qui gambadent, qui sentent une fleur, qui se sourient les uns les autres, je le sais, là, je vais dire des gros mots, mais qui se donnent des accolades, et on vivrait là-dedans sans avoir nécessairement besoin de travailler trop, produire, consommer. C'est l'énergie du manque dans notre société qui fait en sorte que on est autant propulsé dans un cycle, un tourbillon de distractions sur que veux-je, où vais-je, que fais-je, mais finalement, ça ressemble beaucoup à qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter, qu'est-ce que j'ai besoin de consommer, qu'est-ce que j'ai besoin de produire, qu'est-ce que j'ai besoin comme nouvel job, comme nouvel argent. On tourne beaucoup autour de ça. Puis l'énergie du manque, non seulement ça nous propulse, mais ça maintient l'espèce de pensée secondaire à ça, c'est j'en ai pas encore assez pour être joyeux, pour être dans la joie. Tu sais, on disait hier avec une de mes amies, Isabelle, qui est peut-être là ce matin, qui nous a écouté, tu sais, le enoughness, hein? C'est comme un contentement joyeux, là. C'est comme it's enough. C'est tellement plein que
J'ai pas besoin de plus. On dirait que quand on dit ça, on va à l'encontre de ce que la société nous amène à faire. Faudrait toujours être mieux, plus performé, avoir des objectifs, des stratégies et ainsi de suite. Hein, c'est comme, hop, là d'un coup j'ai atteint un bon équilibre dans ma carrière financière. Hop, là ça va être les amours. Puis quand c'est pas les amours, ça va être le voyage. Puis là ça va être le projet activité. Hop, là ça va être le projet remise en forme. Et là ça va être le... Mais là-dedans, il est certain que j'entretiens une forme de misère, de misérabilisme parce que je dois toujours atteindre quelque chose à l'extérieur de moi pour me donner le droit d'avoir des petites puffs de contentement, des petites puffs de satisfaction, là. Quand le bonheur, la plénitude, la joie, on le sait, c'est spontané, c'est libre, c'est déjà là. On a juste à abandonner nos drames et nos misères. Pourquoi c'est si difficile? Je le sais pas. C'est pour ça qu'il faut méditer là-dessus. Parce que finalement, c'est qu'est-ce qui fait que dans mon esprit, puis qu'est-ce qui fait que socialement, la convention, c'est d'avoir des stress, c'est d'être plaintif sur quelque chose, c'est de se complaire dans une vie insatisfaisante, mais d'en parler sans nécessairement agir. Et donc, finalement, choisir la joie, choisir la liberté, c'est aussi une épreuve comme courageuse. C'est se sortir des conventions. Hein, c'est comme s'il y avait... je lis beaucoup, puis j'étudie, c'est sûr, beaucoup en anglais depuis toujours. Là, en Asie, c'est la traduction, c'est en anglais, mais il y a comme conventional misery. Ça veut dire une misère conventionnelle, comme normée. Comme il y a un degré de misère, d'inconfort, de stress, qui est comme non seulement acceptable, mais qui est presque prescrit par la société. En se maintenant là-dedans, on fait comme partie de la société. On se plaint toutes des mêmes choses, on a toutes vécu les mêmes situations les derniers mois. Quand on se regroupe, il y a comme une convergence sur le stress, la déstabilisation, les changements que ça nous a apportés. Si c'est pas ça, c'est nos impôts. Si c'est pas ça, c'est notre prise de poids. Si c'est pas ça, c'est le manque d'autres choses. C'est nos relations amoureuses insatisfaisantes, notre vie sexuelle qui est plus la même, le vieillissement de notre corps. Finalement, il va falloir abandonner ça dans notre tête, là. Il va falloir se dire, ça suffit. Il y a un contentement, il y a une acceptation de ce qui est là est parfait comme c'est là. Pas au sens où c'est parfait puisque c'est la perfection, puisque ça n'arrivera jamais. Ça, c'est illusoire. Le mot perfection, je l'aime puis je l'aime pas en ce sens que ce qu'on veut atteindre comme perfection, finalement, c'est comme le contentement de toutes nos attentes, nos besoins en dehors de ce qui est réaliste finalement. Et ce qu'il faut regarder, c'est davantage à l'intérieur de nous, on le sait. Comment se fait-il que je continue à ruminer la même affaire et que conventionnellement, je suis devenu une petite mère, un fonctionnaire un peu désabusé, une personne qui sort du confinement. On se met même des étiquettes sociales et conventionnelles pour comme normer, encadrer un archétype misérable. On a ça dans la vie. Puis après ça, des fois, je vois les gens dans des retraites ou dans des espaces de danse extatique, de libération, de rites chamaniques, de tentes de sudation, de méditation profonde. Puis ils disent, hey, imagine-toi donc, Martin, moi, là, dans la vie de tous les jours, là, je suis ça. Puis là, ils disent, je suis comme une petite mère de banlieue. Je suis comme un petit monsieur qui vient... Moi, je suis un ingénieur, je suis un gars qui est dans le militaire. Mais c'était pas ça. Le mensonge, ça c'est le mensonge puisque tu es en train de vivre dans la retraite, dans l'espace qu'on est en train de créer, que tu es en train de te créer à l'intérieur, c'est ce que tu es. Faudrait que tu imputes, l'imputation, ça veut dire désigner quelque chose, là. Ça c'est moi. Ah, je me suis retrouvé. Au lieu de dire, hey là, ce que je suis en train de vivre, là, c'est super flyé, là, tu sais, j'ai fait des mantras, j'ai médité, j'ai prié, j'étais dans des moments de verticalité. Mais moi, dans la vie, je suis pas ça. Non. Dans la vie, t'es ça. Mais tu t'es identifié à ton drame. Hein? Drame comme une vie dramatique, comme une vie misérable, comme une vie conventionnelle. Tu t'es tellement identifié à ça que là, tu as l'impression que tu vis quelque chose qui est en dehors de toi, quand finalement, quand tu as des moments de joie spontanée, bonheur, éclosion là, de félicité, de rire, un sentiment de libération dans le corps, peu importe, que ça, tu as l'impression que c'est pas toi, c'est en dehors de ton expérience humaine. Quand finalement, c'est ça le plus beau de l'expérience humaine. Pourquoi? Parce que c'est ce qui ressemble le plus à notre vraie nature, à notre vraie essence, à notre fréquence. Alors dans la vie, ce qu'il faut faire, c'est réussir à se désidentifier de tous les états de misère, de drame, les préoccupations, je ne sais pas ce que vous... L'ego va toujours choisir un drame versus un autre.
Si on attend qu'il arrête de choisir, tu sais, qu'un drame finisse pour être heureux, faites-vous-en pas. Il va trouver une nouvelle série dramatique après ça à se jouer à l'intérieur puis à se répéter, c'est évident. Ça va toujours être ça. C'est pas le fait que vous avez pris du livre, c'est le fait que vous manquez d'argent, c'est le fait que vous avez pas ça, c'est le fait qu'un ami vous a pas rappelé. Il y a toujours un drame qui va attendre là. Il y a toujours une misère conventionnelle. Être en dehors des conventions, c'est accueillir, accepter des espaces de libération, joie spontanée. On l'a vu cet hiver. On a vu là une espèce de chasse aux sorcières. Moi, j'étais à l'extérieur du pays, malheureusement ou heureusement. Puis à un moment donné, on a vu comme une espèce de hargne, colère sur la convention, c'était d'être misérable, pris dans notre sous-sol, en confinement, au Québec, chez vous, peu importe ton mode de vie, toute seule le plus possible. Moi, je vivais dans un éco-village au Guatemala, puis entre notre projet au Mexique, dans des communautés très libérées, très en dehors de ce qui se vivait en ce moment. Et je le sais que ça dérangeait. On n'a pas exposé sur les réseaux sociaux trop ce qui se passait. On était très... Pourquoi? Parce que là, on est comme été dans le paroxysme, dans l'apogée de la misère devient la norme. On a comme glorifié, standardisé la misère comme une norme. Et tout ce qui est en dehors de ça, mais ça, là, ça m'a exposé, c'est-à-dire, OK, dans la vie, tous les jours, on le fait, mais moins. Tu sais, notre société dit, tu dois être un petit peu névrosé, un peu stressé, un peu épuisé, un peu fatigué, hein, n'est-ce pas? C'est comme si on prenait toujours pour acquis qu'on était un peu désaxé et déséquilibré pour nous vendre des antidépresseurs, de la bouffe de ci, se rééquilibrer dans le sport là. On nous vend toujours la solution, prenant pour acquis que il y a quelque chose qui va pas bien. Puis là, on entretient, nous, les discours de il y a quelque chose qui va pas bien, sans même trop s'en rendre compte. Fait que c'est une petite misère comme subtile, comme insidieuse, là. C'est comme des peaux mortes qu'on garde sur nous. Mais tu sais, la peau morte, là, on s'en rend pas trop compte jusqu'à temps qu'on se fasse pas un petit scrub, là, une petite exfoliation, là. Mais dans notre esprit, il y a comme des petites peaux mortes qui s'accumulent. Le peu ça fait des plaies de lit, ça continue à s'accumuler sur des années. C'est ce qui est là dans notre corps, c'est ce qui est là dans notre tête aussi. Mais on s'en rend pas tout le temps compte que finalement, en dedans, là, ça commence à être moins joli ce qui se passe, puis nos drames commencent à être pas mal, pathologique en ce sens que c'est toujours là. Et ça, il va falloir s'en débarrasser un jour ou l'autre. Il va falloir reprendre notre responsabilité. C'est ce que Bouddha nous enseigne, c'est ce que tous les maîtres spirituels de l'Inde nous enseignent. Il faut reprendre notre responsabilité. Tu as créé ta misère dans ton esprit, puis tu l'as peut-être manifesté dans ta vie. Tu as créé ta misère dans tes drames. Ben, c'est le temps de t'en dépouiller, c'est le temps de les libérer. C'est le temps de faire une prière, une danse dans ta vie. C'est le temps de transformer ta vie en espace d'expansion, d'extase, de joie. Puis pour ça, peut-être qu'il faudra vivre en dehors des conventions. En tout cas, il faudra apprendre à penser en dehors de la convention, de conventional misery, la misère conventionnelle, le drame conventionnel. Parce que finalement, à un moment donné, on va arriver à la fin de l'histoire puis de l'aventure, puis on va dire, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Il y a peut-être une expérience de verticalité, de transcendance, de connexion, puis je suis passé à côté. Parce que moi, j'ai été trop préoccupé sur, je ne sais pas, changer ma voiture, ma prochaine, mon bonus, les nouvelles affaires qui se passaient à job, etc., etc. Mais finalement, puis des fois, c'est même l'actualité, là, quand il n'y a rien dans ma vie qui va trop mal, ben là, je réussis à créer des drames par procuration en regardant les drames des autres dans le monde. Tellement qu'il y a quelque chose en moi qui se nourrit, qui dévore du drame. C'est l'ego, ça. On va juste méditer aujourd'hui pour regarder, mais ils viennent d'où mes drames? Qu'est-ce qu'ils font là? Il est où le chemin vers le bonheur? On va s'asseoir, on va regarder qu'est-ce qui en moi crée cette misère? Qu'est-ce qui en moi crée ce drame? Qu'est-ce qui en moi restreint finalement ma capacité mon courage, je dirais même, d'être dans la joie? Comment je fais pour cesser de m'identifier à je suis une petite mère, moi, de conventionnelle, moi, je suis désabusé, Martin, moi, j'ai 50 ans, je suis fatigué. Il y a toujours comme on justifie toujours notre misère. Qu'est-ce qui, dans votre esprit, justifie le fait qu'on est misérable, que notre vie a des petits et grands drames? Juste l'observer. Si on veut, on peut s'en dépouiller un peu puis le libérer, mais déjà de l'observer en nous, parce que c'est différent pour chacun, ça nous permet d'avoir de la distance, ça nous permet doucement d'enlever du pouvoir à ce type de pensée-là, et aussi de prendre de la distance sur les conventions sociales qui entretiennent, qui nourrissent ça, sans même parfois qu'on s'en rende compte, pour peut-être doucement remplacer par autre chose.
Puis l'autre chose, c'est peut-être juste un espace intérieur qui est un peu plus radiant, un peu plus vibrant, un peu plus libre, puis qui aura le courage d'entendre, d'écouter un appel plus profond, qui est probablement celle à l'amour, celle à la joie, celle à la célébration de vivre, à la joie de vivre. Peut-être, on ne sait pas. Alors, je t'invite à prendre une belle posture de méditation, ma belle Sangha d'amour. Et au début, quand on médite, c'est ce qu'on fait. On a plein de préoccupations dans la journée, plein de choses importantes à faire. Ce que vous faites en ce moment, c'est déjà courageux. On a mobilisé le temps, l'espace nécessaire pour se déposer dans l'être. Alors quand une posture de méditation est immobile, prenez un temps juste pour donner la liberté à votre corps d'apaiser les tensions. Invitez le souffle à être un peu plus profond, un peu plus naturel et facile. On peut prendre 3 respirations libératrices. Au début, on peut inspirer par les narines profondément. Conservez l'air, gardez un corps détendu, expirez bouche. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Inspirez. Détendez-vous, expirez, relâchez tout doucement. Inspirez. Retenez l'air, restez là le plus longtemps possible cette fois-là et à la fin, vous expirez tout simplement. Détendu, l'énergie circule. Et à la fin de l'expiration, vous revenez tout simplement à une respiration naturelle et profonde. Pour un court instant, restez en présence avec le souffle. Dans un effort joyeux, un effort, une volonté pleine de joie, d'enthousiasme, revenez à chaque fois au souffle. Quand vous vous dispersez dans vos pensées, amenez cet effort joyeux sans détour. Vous revenez au souffle, maintes et maintes fois. Et à chaque fois, vous concentrez toute votre attention sur la respiration. Vous permettez au souffle d'être à la fois naturel, facile, détendu et profond. Et je ramène mon esprit au souffle à chaque fois que je suis dispersé dans mes pensées ou les sensations.
avec un effort joyeux. Je renonce à tout le reste. Et j'observe peut-être même jusqu'aux légères sensations à l'extrémité des narines, la légère fraîcheur à l'inspiration, la légère chaleur à l'expiration. Et je savoure le mouvement, la respiration, les légères sensations à l'extrémité des narines. J'abandonne tout le reste. Une pensée apparaît, je cesse de la saisir. Je la relâche, je l'abandonne. Une sensation, des sons, des images ou pensées, comme les petits et les grands drames du quotidien, apparaissent, se transforment, disparaissent, sans que j'ai besoin de leur donner aucun pouvoir, aucune attention. Aucune importance. Je reste avec le souffle. J'ouvre et je libère l'espace du cœur. J'imagine un espace lumineux, pur au centre de ma poitrine, libre de toute préoccupation, drame, souffrance. Ça respire facilement. Au centre de la poitrine, il y a cet espace de légèreté, de paix, d'ouverture, dans lequel ça respire. Et je peux me demander tout doucement, quelle est la source de mes drames, de ma misère, de mes petits et grands tourments? Qu'est-ce qui en ce moment éteint la joie, fait obstacle à un espace de célébration, d'amour, qui est l'essence de mon être?
Quelle est l'origine de mes drames et de ma misère, petite ou grande? Si je descends encore plus profond à l'intérieur de moi-même, j'essaie de rentrer en relation avec ce qui est la source des drames, la source de ma misère, de mes tourments, mes préoccupations. Qu'est-ce qui en moi génère ces pensées, ces scénarios, cette attitude plaintive, troublée ou souffrante, cet état de manque? Qu'est-ce qui est à la source en moi de ma misère et de mes drames? Il se peut qu'en descendant encore plus loin, plus profond, j'atteigne comme le centre de moi-même, où il n'y a plus de drame, et que je ressente même l'absence de bonnes raisons pour créer du drame, du stress ou de la misère. Comme une absence de justification de mon malheur, de mes petits et grands états de souffrance. Et je veux me rendre et je veux me rappeler de cet espace. La paix, un état de bonheur sans raison, au-delà des contextes extérieurs. Une joie sans circonstance, juste des états, comme si tout à coup je traversais les nuages. Quand le ciel m'apparaît brumeux, couvert, même parfois dangereux. Alors si j'allais encore plus loin, si je traversais les nuages, des pensées de misère, des drames, des préoccupations, je pouvais imaginer juste au-dessus qu'il y a toujours un ciel,
clair, pur, et cette lumière, un soleil, une âme, qui illumine tout l'espace, comme ce qui est en moi, au centre de moi-même. J'essaie de m'identifier à cet espace. Une joie, une fraîcheur, une clarté. Infini, sans forme. Et au lieu de chercher des raisons pour justifier mes drames, ma misère, mes états d'insatisfaction, si je libérais tout ceci, et sans raison, j'accueillais la joie, j'accueillais l'amour, l'état de paix infini. Comme un soleil, comme l'âme qui illumine l'être, et tout mon être est rempli, gorgé de cette lumière. Je peux imaginer cette lumière au centre de moi-même. Toutes mes cellules qui vibrent comme s'activent, disponibles à la joie. Mon aide disponible à la joie. À la légèreté, à la tendresse et au ravissement. Et ceci est ma vraie nature. Et c'est cette qualité d'être que je veux déverser dans chaque instant. Et avec cette volonté, cette certitude, je peux prendre quelques respirations plus profondes. Amenez les mains en namasté pour les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur. Prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Namasté. Alors voilà ma belle Sangha d'amour, merci d'avoir été là ce matin. Rappelons-nous toute la semaine, notre devoir de la semaine, c'est de faire cette pratique premièrement. Et ce qui est important, parce que souvent les sagesses sont universelles, souvent c'est des rappels, c'est de faire mûrir cette sagesse, c'est d'en faire, il y a un savoir,
Il y a une information qu'on sait. Mais après ça, il faut la réaliser. La réalisation de la sagesse. C'est en faire une réalisation, un état de vérité intérieurement. Et c'est là où, après les 10-15 minutes d'enseignement, c'est comme si on rafraîchit quelque chose qu'on sait déjà. Et le plus important, l'essentiel, pour vraiment vivre des transformations durables dans la vie, là, c'est la pratique. C'est la pratique de cette sagesse où tout à coup le fruit de la pensée va mûrir. Créer un nouvel état intérieur transformé. L'état, l'être. Et là, bien dans la vie de tous les jours, on va voir on est en transformation. Il y a un nouvel état d'énergie, il y a une nouvelle vision, il y a des nouvelles croyances qui d'un coup vont mûrir de cet état. Au lieu de partir d'un état conventionnel de petite misère, petite complainte, petit stress, petit etc., là, ben on va, toute notre vision, notre regard, nos gestes, nos choix de vie, nos élans émotifs vont partir de cet espace. C'est là où la pratique va toujours être essentielle. S'il y a une chose à faire entre l'enseignement et la pratique, c'est la pratique. Et le reste de la semaine, eh bien, on continue à pratiquer. Toute la semaine, s'il y a un petit drame, une bonne raison pour être misérable, pour bouder, pour être stressé, pour être dans la peur, pour avoir une petite tristesse, on peut bien accueillir. On peut bien sûr accueillir l'émotion, mais pas s'attacher au drame, pas s'attacher au scénario, puis se rappeler que si je vivais en dehors de toute forme de convention, là, si la convention sociale c'était de sortir dehors, célébrer, danser chaque jour, vivre chaque matin dans des éclats de rire, des accolades, si ça devenait ça, si on était de plus en plus heureux, joyeux, libre, émancipé, sans avoir besoin d'absolument rien, à quel point ce serait extraordinaire. Et ça commence par des êtres libérés, comme vous, comme moi, qui vont l'actualiser dans le respect des autres, bien entendu. Alors, bonne semaine, à la semaine prochaine. Namasté.